Salut CS. Ah, tranquille, hein. Si je dérange, tu le dis. Alors Clémence, on leur montre quel jeu cette fois-ci? Oh misère. Tu pouvais me le montrer du doigt, ça marchait aussi. Hein. À l'époque des 8 bits, chaque console se battait à coups d'exclusivité. Même si de rares jeux sortaient sur les différents supports en même temps, ils présentaient néanmoins suffisamment de différences pour que les gamers se livrent une guerre sans merci pour savoir quelle version était la plus réussie, débat également connu sous le concept du fameux « qui c'est qui est la plus grosse ». On peut par exemple citer Double Dragon qui n'était pas du tout le même si on y jouait sur NES ou sur Sega Master System. À cette époque, les jeux vidéo n'étaient pas encore très démocratisés et se payer une console, aussi peu puissante soit-elle, était un luxe que tout le monde ne pouvait pas se permettre. Donc, si un jeu super sortait sur la console concurrente, il n'y avait plus qu'à souhaiter très fort qu'un copain se l'achète. Dès que les 16 bits sont arrivés, certains éditeurs ont commencé à comprendre l'intérêt de faire des jeux multi-supports. Même si des irréductibles ont essayé de résister à cette tentative en proposant encore et toujours des jeux différents suivant la machine, les autres ont très vite compris l'intérêt financier de la chose. En partant du principe simplifié que nous sommes dans une situation de duopole, si un éditeur sort un jeu sur une des consoles, il se prive des revenus potentiels que pourraient lui amener les possesseurs de l'autre console. Alors que s'il sort son jeu sur les deux consoles, il touche sur un plan statistique... Allez, oui, il touche 100% des gamers, c'est bien, il y en a 3 qui suivent. Donc, à compter du moment où le support permet de faire tourner un jeu, il serait dommage de la part de l'éditeur de ne pas le convertir sur toutes les consoles. Ceci se fait bien évidemment au risque de se taper des consoles de marques différentes, mais toutes avec les mêmes jeux. Ben, si on considère qu'elles ont exactement les mêmes fonctions, le même prix, les mêmes applications, les mêmes jeux, et qu'il y a autant de consoles qu'il y a de joueurs, nous sommes alors presque dans une situation rare mais possible de concurrence pure et parfaite. Oui, sur un plan logique c'est complètement con, mais que voulez-vous, les sciences économiques, elles aussi, ont leurs limites. Merde, on leur apprend des trucs, ils trouvent encore moyen de râler. Bon, tout ça pour dire que les éditeurs les plus futés sont ceux qui auront su toucher le public le plus large possible. Et mine de rien, ce n'est pas si évident que ça. Vous en connaissez beaucoup, vous, des jeux qui pourraient éventuellement plaire à tout le monde? Très vite, les développeurs de jeux sur PC ont compris qu'il y avait une place à prendre. Avant, il existait une grosse fracture entre certains jeux disponibles uniquement sur PC, nettement plus cérébraux et prenants, et d'autres disponibles sur console qui se voulaient directement accessibles. Cependant, se limiter à la théorie que la frontière ne pouvait pas être traversée était un peu réducteur, voire même absurde, surtout quand on voit l'évolution qu'a adopté le marché du jeu vidéo après l'arrivée du support CD. Et c'est comme ça que Doom est arrivé sur nos consoles de salon, et par la force des choses, sur PlayStation. Alors pourquoi faire une vidéo sur Doom quand on peut avoir aujourd'hui des FPS nettement mieux réalisés, peut-être tout aussi fun et autrement plus variés? Ben, la réponse est dans la question. Doom n'est pas un FPS. La chronologie veut que le premier jeu populaire de ce genre soit Wolfenstein 3D. Pour faire simple, il s'agissait d'une version un peu plus moche de Doom dans laquelle on tirait sur du nazi. Apparemment, tirer sur des démons devait être un chouïa plus marrant puisque le succès de Doom a été immédiat, et son nom a par la suite servi à désigner les jeux de ce type, ce qui a fait que jusqu'à la fin des années 90, chaque jeu de tir à la première personne était communément appelé un Doom-like. Pourtant, dans le top 10 des jeux qui n'avaient pas leur place sur console, celui-là, il devait bien être sur le podium. Force est en effet d'admettre que quand on passe de la configuration souris clavier à la relative simplicité d'une manette, on pourrait être en droit de se sentir quelque peu lésé.
Pourtant, comme à l'époque on ne s'emmerdait pas encore avec toutes les subtilités d'une visée précise, on pouvait très bien se débrouiller avec un héros qui tournait sur lui-même et qui savait faire des pas de côté. Doom, à tort, on pourrait croire que c'est un jeu super limité autant sur le fond que sur la forme. Ben là, il y a moyen d'être surpris. D'accord, d'un point de vue scénario, c'est pas très futé, on pourrait même dire que c'est con comme la lune puisque le héros est effectivement parachuté tout seul comme un Blair sur une des lunes de Mars, qui pour une raison qui ne devrait même pas être évoquée, est envahi de créatures forcément agressives et nombreuses. Seul survivant d'une petite escouade, il va donc devoir trouver son chemin dans des niveaux monstrueusement complexes. Au début ça démarre gentiment, mais très vite on enclenche la seconde pour ne laisser aucun répit aux joueurs. Des ennemis attaquent en nombre, il y a des tas de pièges, la musique est super flippante, on doit trouver des clés pour progresser, les niveaux deviennent gigantesques, et en plus on se prend de temps en temps des boss en pleine tronche, histoire de rappeler que si l'homme n'habite toujours pas sur Mars, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison à ça. Fort heureusement, le jeu n'est pas avare en bonus, et pour tomber en rade de munitions, il faut vraiment le faire exprès. Entre les armures et les armes supplémentaires, le jeu offre une large diversité de moyens de se protéger et de zigouiller du monstre. Dans la catégorie des petits détails qui font plaisir, si vous abattez un ennemi qui vous chargeait un coup de fusil à pompe, sur son cadavre, vous récupérerez justement des munitions pour cette arme. On apprécie aussi le fait que les cadavres ne disparaissent pas tout seuls au bout d'un moment, ils restent en place et c'est toujours bien pratique pour marquer les endroits où vous êtes déjà passé. L'ironie est qu'il faut se taper un jeu totalement barré de la tronche pour pouvoir observer des détails pareils que même certains jeux récents qui se veulent réalistes ne sont pas foutus d'appliquer. Pour la forme, Doom, c'est ça. La version PlayStation présentait l'intérêt non négligeable de proposer Doom 2 sur le même disque. Les améliorations n'étaient pas fulgurantes, mais ça fait partie des bonus devenus tellement rares qu'il serait totalement hors de propos de lui cracher dessus. Le jeu de base se déroulait sur 50 niveaux qui proposaient un challenge forcément corsé. La frustration n'existait pas vraiment puisque le nombre de vies était illimité et qu'on pouvait paramétrer le niveau de difficulté en fonction de l'envie du moment. Pour ce qui est de la visée, le jeu ne faisait pas trop dans la finesse. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que la notice elle-même se fout un peu de la gueule du jeu. Dans la pratique, tant que le monstre est dans votre ligne de mire, vous pouvez lui coller une bastos. Qu'il soit droit devant vous ou en hauteur est une considération dont ne s'embarrasse même pas le jeu. Le but est assumé, c'est celui de divertir le joueur et de ne surtout pas l'enquiquiner avec des passages trop édurnes. Doom, c'est la genèse d'un genre. C'est le grand-père de Call of Duty, c'est celui qui a posé les bases. C'est le jeu qui fourmille d'éléments qui dicteront les règles du FPS, et c'est aussi la possibilité de passer un excellent moment, même si on n'est pas spécialement amateur de ce type de jeu. Au lieu de se risquer à citer des raisons de jouer ou de ne pas jouer à ce jeu, notamment parce qu'elles n'ont plus du tout lieu d'être, on peut tout de même s'amuser à trouver 6 éléments qui étaient présents dans ce jeu et qui devraient être des éléments quasiment incontournables pour les jeux suivants. C'est parti! À situation extrême, armement extrême. Le héros, pour avoir une chance de s'en sortir, doit pouvoir mettre la main sur toute une chier d'armes, même si sur le plan de la cohérence, c'est complètement aberrant de les trouver dans des salles toujours gardées par une flopée de connards qui n'ont pas la jugeote nécessaire pour s'en servir contre vous. Plus il y a d'armes, mieux c'est. Et si en plus elles ont toutes un effet réellement différent, c'est encore plus appréciable. Le risque, c'est de se retrouver avec un bourrin qui peut se trimballer tout un armement en même temps. Bon là ça passe parce que le héros il a l'air costaud, mais quand c'est la minette de Perfect Dark qui peut porter jusqu'à 7 armes en même temps, point de vue crédibilité, c'est pas trop ça. On en profite pour signaler qu'un peu d'originalité ne fait pas de mal et offrir la possibilité aux joueurs de charger les rangs ennemis à coups de tronçonneuse, ça c'est la classe. Dans la catégorie bonus, on range aussi tout ce qui touche à la défense, et si dans Doom on y va comme un sauvage avec les classiques trucs qui rendent de la vie, dans d'autres jeux ça peut très bien être des gilets pare-balles, des artefacts qui rendent invisibles, ou tout connement la possibilité de se planquer derrière les éléments du décor. La fonction qui permet de courir peut être appréciée, mais seulement si elle sert à quelque chose, ce qui n'est pas trop le cas de Doom. Bien essayé. Dans un film, l'ambiance sonore, c'est ce qui peut faire toute la différence entre une scène à se pisser de trouille et un foirage total. Si on prend par exemple la scène d'ouverture du classique Les Dents de la Mer et qu'on ajoute par-dessus une autre musique... Ah non! En plus, il me restait des yaourts dans le frigo. Voilà. Plus personne n'y croit et le réalisateur passe pour un demeure infini. Pour un jeu vidéo, c'est pareil. Normalement, les jeux de tir à la première personne veulent mettre le joueur aux premières loges. Et pour que l'immersion soit totale, une excellente bande-son est de rigueur.
Le joueur, il doit tout le temps avoir ses sens en alerte. S'il quitte l'écran des yeux parce qu'il se fait chier, c'est que les développeurs ont mal fait leur boulot. La musique, c'est bien évidemment une chose, mais il y a aussi tout ce qui touche au bruitage. Un tir au fusil à pompe qui vous arrache les oreilles, suivi du râle de l'ennemi agonisant, c'est bien évidemment ce qui se fait de mieux en la matière. Le top du top, c'est quand vous entendez des bruits derrière un mur. Exemple ici. On se doute qu'il y a une porte pas loin, on sent que ça va chier, on ouvre et... Ah putain, Rebecca Black! Non mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette connasse? Vous voyez la gueule du héros en bas de l'écran? Si vous pensez qu'elle est là uniquement pour faire joli, c'est que vous êtes doublement à côté de la plaque. D'abord parce qu'il faut dire ce qui est, mais le héros a vraiment une sale tronche, donc pour le côté joli, on repassera. Et ensuite, parce que mine de rien, en bougeant la tête comme ça à tout bout de champ, il nous indique gentiment d'où viennent les tirs ennemis. Dans le feu de l'action, on préfère tout de même bouger fissa pour ajuster le tir plutôt que de faire attention aux mimiques du gogolito de service, mais cette option, qui semble ne pas être grand chose, a tout de même fait un beau bout de chemin depuis. Elle est très souvent remplacée par une sorte de cercle invisible qui se teinte de rouge en fonction d'où vient le tir. C'est relativement intuitif et sans ça, l'expérience serait nettement moins conviviale. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Doom? Tu veux savoir ce que je dis de Doom? Oui, qu'est-ce que tu dis de Doom? Ce que je dis de Doom. Tu dis de Doom. Je dis de Doom, je dis de Doom, je dis de sincèrement Doom, désolé. je dis de Doom, je dis de Doom, je dis de Doom. Doom! Déjà à l'époque, les développeurs connaissaient le potentiel énorme des parties en réseau. La venue d'internet a considérablement contribué au succès de ce type de jeu, et les vieux cons pourront vous dire à quel point il était difficile d'organiser ce qu'ils appelaient à l'époque les LAN parties. Imaginez une salle remplie d'une bonne soixantaine de gros férus d'informatique et autant de PC connectés les uns aux autres qui tournent à plein régime durant tout un week-end. Voilà, c'est ça l'idée. Plus modestement, la PlayStation ne permettait qu'à 2 joueurs de se connecter par l'intermédiaire d'un câble qui coûtait à lui seul la peau des fesses. Le truc hilarant est qu'il fallait donc se démerder pour avoir dans la même pièce 2 télés, 2 consoles, 2 jeux, le fameux câble et 2 potes. Merde, j'avais bien que j'oubliais quelque chose. Maud, viens voir papa. Il va sans dire que tout le monde ne pouvait pas avoir la chance de tenter l'expérience, mais c'était déjà un énorme pas en avant pour les joueurs. Que ce soit en coop ou en deathmatch, la recette a fait ses preuves depuis et aucun jeu digne de ce nom ne se permettrait de faire l'impasse sur ce mode de jeu. Il existe quelques exceptions, mais ça c'est juste histoire de faire chier le monde. N'empêche, sur ce coup-là, Nintendo n'a pas assuré, mais alors pas du tout assuré. On en rigole, mais avoir des ennemis un brin intelligents, c'est tout de même bien sympa. Si le joueur doit faire face à un gros con qui ne capte même pas votre présence et qui tire droit devant lui quand l'envie lui en prend, il y a moyen que ça devienne relou très rapidement. Avec des ennemis qui tentent des embuscades, d'autres qui appellent des renforts et les derniers qui se planquent pour éviter de se faire shooter, ça devient tout de suite plus vicelard. Doom n'est pas très abouti à ce niveau, mais il y a tout de même une lueur d'esprit dans les neurones de certains ennemis, et si on additionne ça avec l'ambiance sonore vue dans le point numéro 2, on obtient donc un joueur qui flippe encore plus sa race, car il sait qu'en face de lui, il a une armée de fourbes prête à toutes les bassesses possibles pour lui latter les burnes. On ne demande bien évidemment pas à tous les ennemis d'être des candidats pour le prix Nobel de littérature, mais au moins d'avoir un comportement cohérent. C'est ça l'idée. Certains ennemis peuvent être couillons comme des balais, alors que d'autres auront un poil plus de sens stratégique. Ça, c'est un bon dosage. Avant, pour bouffer une pomme, il fallait l'éplucher. C'était long et fastidieux, mais quand t'avais ta pomme, au final, t'étais super content parce que tu l'avais vraiment mérité. Ah, l'exemple de la pomme. Lors de ma participation à la parenthèse intellectuelle de Racht de Moon, j'ai enfin eu la possibilité de placer un concept qui me trottait en tête depuis pas mal de temps. Certains n'ont vu là-dedans qu'un gag un peu concon, alors que d'autres ont compris qu'il y avait du vrai dans cette comparaison. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, voici donc l'explication détaillée de l'exemple de la pomme. Passer un temps pour bouffer une pomme, il fallait l'éplucher, enlever le trognon et la couper, durant l'opération 5 minutes, un peu moins pour ceux qui bouffent la peau et le trognon avec. Aujourd'hui, grâce à des machines qui nous assistent et qui nous font passer par la même occasion pour des gros manchots, on peut éplucher, vider et couper une pomme en un seul mouvement qui ne doit pas excéder la dizaine de secondes. Le résultat est le même, on mange la pomme et on est content. Mais la façon d'y arriver a changé, et c'est là où il y a un problème. Même si le but est de finir le jeu et par conséquent de manger la pomme, on est content d'avoir un minimum de résistance. Si c'est pour s'enquiller les niveaux sans avoir à s'inquiéter une seule fois, ça ne vaut vraiment pas le coup.
D'accord, on abandonne la notion de frustration, mais les jeux vidéo sont aussi une histoire de challenge. Toute la difficulté revient donc au développeur qui doit alors faire en sorte que son jeu ne se finisse pas en moins de 4 heures sans pour autant être insurmontable dès le deuxième niveau. Ben ça, Doom l'appliquait parfaitement, car non seulement on progressait de façon cohérente, mais en plus on pouvait sauvegarder son avancée avec l'aide de connards de mot de passe qui amenaient à se demander pourquoi la PlayStation était dotée de 2 lecteurs de carte mémoire. Ce qui est bien avec Doom, c'est que quand on en a marre, on fait péter le God Mode, et là, adieu les problèmes de munitions, adieu les problèmes de santé, adieu la vilaine crainte d'ouvrir les portes, et bonjour le massacre à point mûr. Ah, ça c'est beau. Doom, oui, c'est un bon jeu. C'est nerveux, ça ne prend pas la tête, c'est bien fait, et ça apporte quelque chose au monde des jeux vidéo. Même si dans les temps qui ont directement suivi la sortie de Doom, les développeurs ont essayé d'innover, notamment en apportant une dimension de liberté totale dans les déplacements, ils sont très vite revenus à la source avec le bon vieux soldat qui doit aller dézinguer tout seul une pléthore d'odieux envahisseurs, exception faite pour ceux qui ont cru marrant de prendre les joueurs pour des êtres intelligents. Pour les prochaines fois où il nous viendra l'envie d'aborder un autre FPS, un Doom-like, un jeu en vue subjective, ou quelle que soit l'appellation qu'on peut leur donner, nous essaierons de les placer sur cette échelle des 6 qualités et nous verrons s'ils valent le coup ou non. Bah mine de rien, il y a du boulot. Vivement. Alors Clémence, Crème à la vanille et céréales. Super bon.